Bonjour et bienvenue. Alors, toujours dans la poursuite de notre exploration des données, aujourd'hui, on va voir d'autres concepts aussi très intéressants parce que depuis le début, on fait les suppressions sans réellement expliquer le concept réel, quoi. Puisqu'en réalité, la façon dont on supprimait les données, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, avant de supprimer les données, on est obligé de faire certains traitements ensuite, en se basant suite aux résultats de ces traitements, on va juger nécessaire de supprimer ou encore de compléter. Donc, ce sont des choses qu'on va voir. Première chose. Deuxième chose aussi, lorsqu'on crée des modèles de machine learning, avant de proposer le résultat du modèle aux gens, puisqu'on travaille avec généralement des gens qui n'ont pas de profil technique, donc on va mettre comment mettre en place aussi des graphiques qui permettent de mettre de l'interaction et permettant aussi aux profils non techniques de bien comprendre ces concepts. Donc sans plus tarder, je vais expliquer les packages que j'ai importés, que je vais utiliser tout au long de ces tutoriels. Le premier package, c'est EP Widget, c'est-à-dire Python Widget qui nous propose des widgets, vous avez dit des composants web permettant de créer ces interactions faciles afin d'interpréter les résultats des modèles de machine learning. Ensuite, on a le package Panda qui est un package EDA. Puis, on a le package Seaborn qu'on va utiliser aujourd'hui plutôt que d'utiliser Matplotlib puisque Seaborn est construit sur Matplotlib et est encore plus avancé que Matplotlib. Ensuite, on a Categorical Encoder qui nous permet aussi d'encoder des données. Au fait, on a importé la classe OneHot Encoder, lui, va nous permettre de convertir des données catégorielles en données numériques, puisque les modèles de machine learning sont des modèles mathématiques qui travaillent avec des nombres. Donc, lorsqu'on a des chaînes, il faut convertir d'abord ces chaînes en un nombre. C'est à cela que sert OneHot Encoder. Après, on a Simple Imputer qui est importé depuis le module Input de Scikit-learn. Celui-ci va nous permettre également de compléter les données manquantes. Et ensuite, on a Mean Absolute Error nous permet d'évaluer nos modèles de machine learning. Puis, on a Make Pipeline. Celui-ci va nous permettre de combiner plusieurs modèles, puisque ici, on va utiliser trois modèles à la fois. Modèle OneHot Encoder pour l'encodage, Simple Imputer pour la complétion des données et Linear Regression ou RIG pour celui-ci. Donc, c'est Make Pipeline qui va nous permettre de créer un pipeline afin de combiner ces trois modèles et appliquer ça à un seul modèle, fusionner ça en un seul modèle. Donc, une fois que cela est dit, c'est bon. On va essayer de créer maintenant notre data frame. Pour cela, j'ai fait appel maintenant à notre Panda qui va lire maintenant un fichier CSV et notre fichier s'appelle ici CAM CSV. Ensuite, pour vérifier, il me suffit de faire df head et j'ai tape. Comme on peut le constater, c'est bon, nos données sont là. Et quand je fais maintenant df shape, et nous avons 6582 lignes et 7 colonnes ici. Et quand je fais également df info, et là, on va interpréter, puisque je ne vais plus maintenant le nombre de lignes, il a dit que index range, c'est-à-dire les index varient de 0 à 6581, puisqu'on a 6582. Donc, on a cette colonne, mais maintenant, cette fois-ci, on a des données manquantes. C'est pourquoi déjà, on a Simple Imputer qui va nous permettre de compléter les données. Et une fois que cela est fait, c'est bon. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va venir faire quelques pré-traitements. Et comme je l'ai dit, on a des données manquantes ici. Mais comme je l'ai dit, en réalité, lorsque vous travaillez dans le monde réel, vous ne supprimez pas des colonnes puisque vous avez un œil ici. Et quand je reviens ici, quelles sont les colonnes où il y a des données manquantes? On a Express ici, il y a des données manquantes ici puisqu'on a 1700 alors que le total c'est 6000. Vous voyez? On a Floor aussi qui est là, qui est 1900 et quelques. Vous voyez, bref, il y a des données manquantes. Maintenant, pour cela, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais revenir faire df et df. Qu'est-ce que je vais faire pour compléter les données? Puisque nous, on va se baser sur certains principes. Pour cela, on va compléter des données soit en se basant sur les moyennes et sur le suite. Maintenant, je vais voir d'abord afficher tous les données de type nombre, c'est-à-dire nos colonnes qui sont de type nombre. Et pour cela, quand j'ai fait ça, automatiquement, celui-ci m'affiche seulement des données de type numérique. Et là, il ne m'a pas affiché ici la colonne neighborhood qui est une chaîne ici. Donc, une fois que cela est fait, qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Là, à partir du moment que j'ai ça, ou avant de me fatiguer à faire cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier maintenant. Il y a une méthode qui nous permet de vérifier
s'il y a des données manquantes, c'est is null. Si je fais ça, qu'est-ce que lui va me retourner? Il va retourner un masque. Ce masque-là va servir à faire quoi? C'est-à-dire, il va être true s'il y a des données manquantes, false sinon. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais afficher justement la somme des données manquantes. Et là, quand je fais somme, et comme on peut le voir maintenant, il m'affiche toutes les colonnes, le nombre de données manquantes. Et la colonne prix, il n'y a pas de données manquantes, c'est pourquoi il y a 0 ici. La colonne surface aussi, pas de données manquantes, 0. Maintenant, les autres colonnes, il y a des données manquantes. Maintenant, comme je l'ai dit ici, on a dit pour supprimer des données dans une colonne, on se base sur certains principes. Maintenant, pour le principe, comment ça va faire? Je vais essayer de calculer la fréquence d'une donnée manquante pour chaque colonne. Pour cela, je calcule la moyenne, c'est-à-dire j'essaie de trouver la moyenne pour chaque colonne. Et là, je vais faire length df. Et comme vous pouvez le constater maintenant, on a ça. Lorsque vous faites cela, la moyenne des données manquantes, on a dit en général, lorsque le pourcentage atteint 50%, dans ce cadre-là, ça veut dire que cette colonne-là n'est pas intéressante dans votre cadre d'analyse. Dans ce cas, il faut supprimer cette colonne. Et lorsque c'est inférieur, il faut laisser. Et comme on peut le constater ici, cette colonne, on a plus que 50%. Cette autre colonne, on a plus que 50%. C'est-à-dire ces deux colonnes-là, il y a 70% de données manquantes. Donc, ce n'est pas la peine de garder ces colonnes-là. Et c'est pourquoi il faut les supprimer. Et pour la suppression des données maintenant, on fait comment? On prend df, on appelle la méthode drop. Et là, avant, on supprimait sans se demander. Et maintenant, comme vous pouvez le comprendre maintenant, avant de supprimer des données, c'est sur ces principes-là, il faut toujours appliquer. Et maintenant, je passe maintenant les colonnes qui doivent être supprimées. Premièrement, c'est floor qui a presque 70% de données manquantes. Donc, je supprime cette colonne. Deuxième colonne, ça va être la colonne expense. Et là, ici encore, il y a presque 70% de données manquantes. Et là, il faut, pour que les données soient réellement remplacées, il faut mettre le paramètre inPlace à true. Et dans ce contexte-là, maintenant, on supprime ces données. Et lorsque je recompile maintenant, et automatiquement, comme vous devez le savoir normalement, quand il n'a pas fini encore de supprimer. Voilà. Ici, là, je reviens à ce niveau. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. On va venir vérifier. Flow expense is not axis. Voilà. Pourquoi il me dit qu'il n'y a pas axis. Soit je mets axis égale 1 ici. C'est-à-dire, puisque je n'ai pas donné colonne, axis égale 1. Dans ce contexte-là, je vais dire de supprimer maintenant ces colonnes-là. Et une fois que j'ai fait ça, quand je reviens maintenant, et automatiquement, vous n'avez pas ces colonnes-là dans notre data frame. Ça, c'est le premier principe qu'on doit faire ici. On a fait cela. Maintenant, avant de créer notre modèle maintenant de machine learning, qu'est-ce qu'il faut? Il faut transformer les données catégorielles en données, ce qu'on appelle données numériques. Alors, comment peut-on procéder pour ça? La première des choses, je vais essayer de diviser, de décomposer mes données en deux types de données, puisqu'en machine learning, il y a toujours ça. On a des variables indépendantes et des variables dépendantes. Donc, ici, notre variable indépendante, nos variables indépendantes vont être ces variables-là. Et nos variables dépendantes vont être le prix. C'est-à-dire, le prix va être prédit en fonction des autres variables-là. Ce que je vais faire à ce niveau-là. Donc, premièrement, je vais créer une colonne que je vais appeler par exemple target. Ça, c'est l'entête quoi, l'entête des variables dépendantes que je vais faire ici. Et pour cela, je viens prendre ma variable dépendante ici. Ça, c'est l'entête. Et maintenant, pour les autres, je vais revenir ici, faire df columns pour récupérer toutes les colonnes. Voilà. Et je récupère toutes les colonnes à ce niveau. Maintenant, puisque c'est un tableau là-bas, je vais mettre ici, généralement les variables indépendantes, on les appelle features. Je viens, je colle mon tableau là et j'essaie de reformater mon tableau. Voilà. Et là, j'enlève maintenant le prix, puisque c'est le prix qui va être la variable dépendante. Donc, c'est bon. Maintenant que j'ai fait ça, en général aussi, on nomme des variables indépendantes comme xtrend, c'est-à-dire les données d'entraînement. Je pouvais utiliser aussi la méthode trend split, test trend split. C'est-à-dire, il y a une méthode de scikit-learn qui nous permet de décomposer ça. Mais notre objectif n'est pas de faire du machine learning, mais c'est de comprendre d'abord les logiques qui sont derrière, quoi. Donc, ici, je vais prendre toutes mes données comme données d'entraînement. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je fais df. Je passe maintenant feature, c'est-à-dire mes variables indépendantes et ensuite y. En général, on nomme y petit aussi, y trend qui va être égal également à quoi?
df et puis je prends maintenant target, c'est-à-dire ma variable dépendante. Maintenant que j'ai fait ça, c'est bon. Quand je reviens ici maintenant, je fais x trend et je fais head tout simplement. Et comme vous pouvez le constater, c'est bon. On a nos variables indépendantes maintenant, la surface, la latitude, la longitude et le neighborhood. On a ces variables-là. Maintenant, je vais peut-être un peu agrandir la cellule pour que ça soit plus visible. Quand je prends maintenant y trend, et puisque ça c'est un tableau, ce n'est pas un data frame, j'affiche aussi les 5 premiers. Et comme vous pouvez le voir, on a les 5 premiers. Ce qui veut dire 0 là correspondra à ça. Ainsi de suite. Là, c'est bon. Alors, comme je l'ai dit, il faut convertir maintenant ça en une chaîne. Ça, normalement, c'est le pipeline qui va faire. Mais juste, je vais vous expliquer comment on utilise One Hot Encoder. Puisque c'est One Hot Encoder qui va nous convertir ces chaînes-là en un nombre. Donc, pour cela, je vais appeler ça One Hash. Tout simplement, c'est bon. Et j'appelle maintenant mon modèle One Hot Encoder. Et maintenant que j'ai fait One Hot Encoder, alors, comment je peux faire ici? Je reviens, je lis maintenant parce que ça, je viens de créer une instance de One Hot Encoder. Maintenant, comment on lit les données à ça? Et comme on l'a dit, les modèles de machine learning s'utilisent de la même façon. Je pourrais utiliser les tout en un, c'est-à-dire tout de la même, en une seule façon, en faisant appel à méthode fit transform. Mais je vais faire fit d'abord qui va permettre de développer le modèle. Après, transform qui va permettre de lier les données. Donc ici, je vais passer maintenant X trend. Et xtrend, quelle est la colonne? C'est-à-dire, je prends ligne. Ensuite, la colonne, c'est la dernière colonne ici. Quand je reviens ici, c'est neighborhood que je vais essayer d'encoder. Et comment je vais faire encore? Je prends toujours ça et je reviens ici. Je mets par exemple xt pour dire x transform. Et là, qu'est-ce que je vais faire ici? Cette fois-ci, la méthode fit. La méthode fit, c'est pour développer, alors que la méthode transform, c'est pour lier. Une fois que j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais utiliser la méthode index location, c'est-à-dire iloc ici. Même chose à ce niveau, voir iloc. Voilà. Et là, c'est bon. J'ai utilisé index location puisqu'il nous permet de donner ces données-là. Maintenant, quand j'ai fait maintenant xt, et qu'on peut le voir, qu'est-ce que le modèle a fait? C'est-à-dire, lorsqu'on est dans une colonne donnée, lorsqu'il trouve une variable donnée, c'est-à-dire, dans cette colonne, par exemple, il a trouvé neighborhood, une valeur, il a trouvé la première valeur, il a lié ça à 1. Tous les autres vont être 0. Ainsi de suite. Le modèle là, son rôle, c'est ça réellement. Vous voyez? Maintenant, je pouvais faire une autre chose, c'est-à-dire pour que les valeurs là soient vraiment liées, je pouvais utiliser le paramètre use cat à true. Comme ça, au lieu de mettre 0, 0 là, il va mettre le nom des catégories quoi à la suite. Donc, quand je reviens maintenant, je recompile et comme on peut le voir maintenant, dans cette colonne, par exemple, il a trouvé parental et il a donné 1. Tous les autres vont être 0. Et dans la première colonne, il a trouvé voilà, dans la première colonne, il a trouvé parental, il a mis ça à 1, alors que les autres vont être 0, 0. Ensuite, dans quelle colonne? Deuxième colonne, il a trouvé cette variable-là, c'est-à-dire cette valeur-là, congresso, ça c'est une autre ville, il a mis 1 et tous les autres vont être 0, 0. C'est ça le principe de One Hot Encoder. Et il a composé ici qu'on avait 57 valeurs. Maintenant, pour chaque 57 valeurs, il va créer 57 colonnes. C'est pourquoi maintenant on a 55 colonnes et le nombre de lignes reste inchangé. Alors, comme vous avez pu le constater, ça c'est l'utilisation de One Hot Encoder. Et encore, la méthode aussi, simple imputer aussi s'utilise de la même manière, c'est-à-dire pour remplacer des données manquantes. Mais si vous vous rappelez, par exemple, ici, il y avait des données manquantes dans cette colonne-là, on l'a remplacé. Mais on va utiliser tous ces modèles-là maintenant, c'est-à-dire on va les envelopper. Pour utiliser encore simple imputer, il faut utiliser encore une instance, utiliser la méthode fit et la méthode transform pour mettre les données manquantes, puisque à ce niveau, par exemple, il y avait des données manquantes. Mais s'il y a des colonnes qui ont des données manquantes aussi, on utilise de la même façon pour remplacer les données manquantes. Maintenant, pour ne pas allonger trop la vidéo, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser maintenant un pipeline. D'accord? Et là, pour cela, maintenant, on fait appel à la méthode, c'est-à-dire à la méthode ou à l'utilitaire make pipeline qui nous permet de regrouper c'est-à-dire tous ces modèles-là en un seul modèle. C'est-à-dire One Hot Encoder, Simple Imputer, ainsi de suite. Et puis, on va utiliser une de ces méthodes-là. Ça, c'est ce qu'on veut faire là, à ce niveau.
Donc, premièrement, je vais initier appeler une instance de OneHotEncoder. Deuxièmement, je vais faire appel à Simple Imputer qui va permettre de remplacer les données manquantes en se basant sur la stratégie de la moyenne, mean quoi. Et ensuite, on va utiliser Linear Regression. Et pour Linear Regression, encore, on fait la même chose. Quand je compile, comme on peut le constater, tout se passe bien. Quand je vais essayer maintenant de lier maintenant nos données. Donc, pour lier les données, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler encore la méthode fit. Et quand vous appelez la méthode fit, première des choses, vous passez x train et y train. Et je compile. Et quand je compile, comme on peut le voir, il crée des tuples maintenant. Il appelle ces modèles-là comme son nom l'indique. Mais si vous pouvez, on pouvait indiquer un nom par défaut, mais je n'ai pas fait le cas. C'est pourquoi ici, c'est là. Ensuite, deuxième ici, comme on peut voir, deuxième modèle. Troisième, c'est troisième modèle. C'est bon. Et une fois que vous faites cela maintenant, vous pouvez utiliser, par exemple, pour votre modèle, vous pouvez utiliser Predict, par exemple, pour faire des prédictions. Si je reviens ici, je passe encore Xtrain, c'est-à-dire il va prédire encore les valeurs. Comme on peut le constater, il a prédit également des valeurs ici. Donc, quand je vois maintenant Xtrain d'abord, Xtrain réel, et je vois, pardon, Y, pardon, train 0, et notre modèle encore, je vois la valeur prédit. Vous voyez, ça, c'est la valeur prédite par le modèle, mais la valeur réelle, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est l'erreur. Donc, quand je reviens ici, hein, ainsi de suite, vous pouvez voir. Par exemple, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Avant ça, je vais essayer, c'est-à-dire, pourquoi j'ai importé deux modèles, à savoir le modèle RIG et le modèle Regressor. Parce que et le modèle Linear Regression. Au fait, le Linear Regression aura ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. Parce que quand on a converti, on utilise maintenant OneHotEncoder, Neighborhood va avoir 57 colonnes. C'est-à-dire on aura maintenant 55 colonnes plus 1, 2, 3. C'est-à-dire les 57 plus maintenant les 1, 2, 3, 4. Plus les 4 là, ça va être 67 colonnes égales. C'est pourquoi ici, le modèle n'est pas trop fiable. Par exemple, pour montrer ça, qu'est-ce que je vais faire ici? Je reviens vers la fin, ici. Voilà. Je vais appeler ça Y-thread égal. Et là, j'enlève 1, c'est-à-dire je passe tous les résultats ici. Quand je mets tous les résultats ici, pour évaluer maintenant le score, il me suffit de faire appel à mean absolute error. Et mean absolute error, qu'est-ce que je fais? Je fais Y trend, c'est-à-dire les valeurs réelles, plus, c'est-à-dire deuxième paramètre maintenant, Y-thread. Et quand j'affiche ça, et qu'on peut le voir l'erreur ici. Par contre, regardez, ça c'est, je vais appeler YPred 1. C'est mieux. Je reviens ici. J'ai fait appel maintenant à min M1 pour ne pas écraser. Voilà, c'est bon. Maintenant, quand j'ai fait ça, j'aurai maintenant M1 ici, c'est-à-dire première erreur avec linear regression. Maintenant, je vais remplacer ça. On va utiliser maintenant le modèle RIG qui permet de régulariser les données. C'est-à-dire, il va faire la mise en échelle. Et ça va faire que le résultat final du modèle va être amélioré. Quand je recompile maintenant, et comme on peut le voir maintenant, il a remplacé simple linear regression par RIG ici. Donc, une fois que cela est fait, je reviens ici, j'ai fait YD et j'ai fait ici MD. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire là? Ça serait Y2 à ce niveau. Quand je compile, non, je compile d'abord ça et je compile ça et je reviens, j'affiche maintenant MD. Voilà, comme on peut le voir, et quand j'ai fait M1, et comme on peut le voir, le résultat est beaucoup plus meilleur pour MD. Vous voyez, c'est D, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, alors que ça, c'est beaucoup plus grand. C'est pourquoi, lorsque vous avez plusieurs dimensions dans vos données, c'est là il est très intéressant d'utiliser Ridge Regression qui va régulariser le résultat final de votre modèle. Juste ça, c'était le rôle. Mais maintenant, une fois que ce concept est simulé, je vais faire simplement une fonction ici pour pouvoir créer maintenant une interaction afin d'afficher le résultat vers maintenant les décideurs. Et ce que je vais faire ici, pour cela, je vais définir une fonction def et je vais appeler ça prédiction. Et prédiction va prendre des valeurs comme
je vais appeler surface. Parce que là, quand je reviens dans notre Xtrend, on a ces valeurs-là. Surface. Ensuite, la latitude. Je vais l'appeler aussi lat. La longitude, on va l'appeler long. Et ensuite, la dernière valeur, ce serait neighborhood. Je vais mettre aussi neighborhood. Ça, c'est bon. Et une fois que vous faites cela, qu'est-ce que vous allez faire à nouveau? Vous allez essayer de créer maintenant une variable que vous voulez appeler par exemple data. Et ce data va être simplement un tuple. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une colonne. Ici, je fais df colonne. Et dans ce cas-là, je reviens prendre toutes ces colonnes-là, puisque mon dictionnaire là maintenant va avoir des clés valeurs. Clés valeurs. Chaque clé va correspondre maintenant à une valeur ici pour obéir au même principe quoi. Donc ici, price. Déjà, on va enlever price puisque je n'ai pas utilisé ce price ici dans les comme variable indépendante. Là, c'est la surface. Celui-ci va correspondre à la surface que j'ai appelée ici surface. Ensuite, la latitude va correspondre à la latitude passée en paramètre de la méthode toujours. Et la longitude va correspond à la longitude. Et neighborhood aussi, neighborhood va correspondre à neighborhood. Ça, c'était la première chose à faire. Deuxième chose, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau maintenant? Je vais définir maintenant un data frame. Et pour cela, je fais appel à panda data frame. Et au niveau des data frame, il faut passer data ici en premier paramètre du data frame et égal data. Ensuite, index pour montrer, pour dire que l'index va être 0 puisque ici, je n'ai pas utilisé les tableaux. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, maintenant, il suffit de faire appel maintenant à votre modèle qui va retourner le résultat de la valeur prédit. Et le résultat de la valeur prédit va être comment? Dans ce cas, maintenant, je vais appeler ici pred égale à modèle et predict. Et je passe maintenant simplement mon df. Maintenant, avant ça, je vais essayer d'utiliser ici format string pour bien interpréter le résultat. Quoi. Dit le prix est des points. Voilà. Et pour cela, regardez, je peux essayer de faire une chose ici. Arrondir ce prix. Utilise round. Bon, je vais tester ça d'abord. Et une fois que j'ai fini ça, je reviens là. Je fais def. Pas def maintenant. J'appelle maintenant ma méthode que j'ai appelée prédiction. Et prédiction, qu'est-ce que je vais passer maintenant? Premier paramètre, c'était la surface. Quand je reviens dans mon df data, je prends pas la valeur prédite, mais maintenant je prends cette valeur là, 40, comme premier paramètre. Deuxième paramètre, c'était longitude. Je prends cette valeur là. Troisième paramètre, c'était cette valeur, la longitude. Quatrième paramètre, c'est maintenant parental, qui est une chaîne évidemment. Et là, je n'ai pas retourné, c'est pourquoi je ne vois rien. Return. Pred. Et comme on peut le voir, il dit le prix prédit est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ces prix-là? Puisque celui-ci retourne un tableau, donc je prends le premier et j'essaie d'arrondir cette valeur-là, round. Bon, avant ça, j'ai fait round. C'est-à-dire, j'arrondis à 2 chiffres et je prends la première valeur. Puisqu'il n'y a qu'une seule valeur, c'est bon. Et là, qu'est-ce que je vais faire encore de plus à ce niveau? J'enlève celui-ci et je vais dire par exemple $, tout simplement. Et quand je reviens ici maintenant, il m'affiche le prix en dollars. Maintenant, nous allons essayer de mettre en place maintenant une interface web permettant l'interaction avec notre modèle. Donc pour cela, je reviens prendre nos 3 composants.
ici et je redescends. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voilà, je vais supprimer tout ça là. Voilà. Et là, maintenant, je mets un commentaire. Je colle le widget. Et première chose à utiliser, c'est Interact. Ça, c'est une méthode qui prend en premier paramètre une fonction. Maintenant, et une autre fonction, c'est la fonction predict qui retourne un résultat. Et cette méthode aussi, il doit correspondre à au même paramètre que vous avez passé lors de la définition des méthodes que vous avez passées. C'est-à-dire, méthode predict là, notre premier paramètre, c'était surface. Donc, je vais mettre les trois paramètres de cette même méthode. Égal, virgule. Je reviens. Deuxième paramètre, c'était lat. Je vais prendre même tous ces paramètres et j'essaye de les remettre. Voilà. Je reviens à la ligne. Parfait. Maintenant, la surface, le type de la surface est un float. C'est pourquoi maintenant, je vais prendre maintenant float slider. Float slider ici. Et là, je vais travailler d'abord avec float slider. Float slider aussi prend trois paramètres, c'est-à-dire valeur à laquelle parce que vous avez créé des sliders quoi. Une valeur minimum, c'est-à-dire la plus petite valeur sur laquelle commencer, la plus grande valeur sur laquelle commencer et la valeur courante, c'est-à-dire value. Ça, ce sont ces trois valeurs. Mais maintenant, là, nous, on va se servir de notre data frame. Si je viens dans DF, je prends dans surface, mètre carré, je prends par exemple le minimum de cette valeur. Et comme on peut le constater, et le minimum ici, c'est 30. Et c'est ce minimum-là que je vais passer à la valeur minimum de float, ici. Deuxième valeur, ça va être encore le maximum. Si je reviens ici, je supprime ça tout à l'heure, je mets encore maximum. C'est-à-dire, je vais dire que float va se limiter à partir de ce maximum-là. Donc, je copie encore cette valeur maximum, je le colle là. Et je veux maintenant, lorsque je lance l'application, il commence directement à une valeur. C'est pour cela, je vais commencer à la valeur moyenne, quoi. Donc, je prends min. Et comme je l'ai dit, ces valeurs-là dépendent. Vous pouvez passer, par exemple, si vous voulez commencer par 0, vous pouvez passer 0. Et si vous voulez vous arrêter à minimum, et vous pouvez vous mettre minimum comme valeur la plus grande, ainsi de suite. Mais moi, mon cas ici, j'ai choisi ces valeurs-là. Donc, c'est-à-dire, il va commencer par la valeur minimum, il va se limiter à la valeur maximum, mais au début, il va commencer, le float va être pointé à la moyenne. C'est ce que j'ai dit ici. Et je vais faire la même chose pour la latitude. Même chose pour la longitude également. Là. Même chose là. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer ici? Juste, c'est la colonne lat que je vais utiliser ici. Lat. Et à ce niveau aussi. Ok, je vais sélectionner lat aussi. Et là, lat et long sont plus proches, donc je copie ici, je remplace ça simplement par lat. Voilà, et là, je remplace ça encore par long. Je remplace ça par long, puisqu'il y a une colonne long dans notre data frame. Ça aussi par long. C'est fini. Maintenant, là, c'est ici, puisque ça, c'est une chaîne de caractères. Je vais utiliser maintenant drop down, simplement, qui va me permettre de créer une liste déroulante en HTML, quoi. Donc, ici, comme quand on fait select, on donne toujours option. Et option, ça va être en général un tableau. Donc, je passe df. Et df, quelle valeur je vais passer? Ici, c'est neighborhood. Et neighborhood, je vais essayer de prendre cette valeur de façon unique. Donc, ici, il y a une méthode qui s'appelle unique. Voilà. Unique. Et là, j'ai fait ça. Et je tape entrée pour voir ce qui ne va pas. Maintenant, value. Il y a un problème au niveau de quelle ligne? Min value. Oui, j'ai oublié la virgule là.
puisque c'est copier-coller, il faut faire attention. Là aussi, c'est la même erreur. Ici, ce sont des mêmes erreurs. Et je compile. Je veux voir encore c'est quoi l'erreur prochaine. Objet unique. Unique aussi, j'ai fait une erreur dans unique. Voilà, il n'y a pas i. Voilà. Et comme on peut le constater maintenant, on a une interface maintenant. Lorsque je fais bouger, le prix change automatiquement. C'est-à-dire, si je donne une surface 59, vous verrez que mon modèle donne directement un autre résultat. Si je diminue ces résultats-là, vous voyez, mon modèle change. Si je diminue la longitude, vous voyez, en fonction de ça, toujours mon modèle donne un prix correspondant. Et si je reviens ici, j'ai choisi une valeur. Et comme on peut le constater, bref, ça fonctionne comme ça. Vous voyez? Et je peux donner une autre valeur qui s'appelle step. Et si je donne par exemple 0,03 comme l'étape de shoot, c'est-à-dire il shoot à chaque fois 0,03%. Même chose pour cette valeur-là aussi. Et quand je reviens, je recompile, comme on peut le constater, je peux changer cette valeur, ainsi de suite. Comme on peut le voir, en réalité, les modèles fonctionnent comme ça. Et pour montrer que c'est lié à notre modèle, imagine que je viens changer, c'est-à-dire le format de mon modèle, prédiction ici. Par exemple, je mets $ après le chiffre. Et je mets L majuscule, le prix. Voilà. Je compile le modèle, je continue à compiler et automatiquement, comme on peut voir, L majuscule et le $ est après maintenant. Et je change encore. Voilà, c'est comme ça, presque ça, c'est comme ça fonctionne. Donc, arrivé là, comme on peut voir, vraiment, c'est quelque chose de génial. Et maintenant, imaginez que c'est un profil non technique. Il suffit qu'il change ça, il a la surface. Imaginez que c'est quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Il a la surface devant lui, il a la latitude devant lui, il a la longitude devant lui. Il pouvait avoir d'autres paramètres. Et autant de paramètres qu'on aura dans notre modèle, il fallait passer autant de composants à l'interface Interact. Au fait, c'est une interface web, comme vous avez pu le constater. On peut faire plein de choses, même afficher des images, ainsi de suite. Donc, arrivé là, on va essayer de se limiter et je vous remercie pour votre attention et on se reprendra pour une autre formation. Merci.